rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. La direction de l'information et des relations publiques des armées avec ses partenaires ont organisé 2 jours d'échange entre les FAMA et les directeurs de publication des médias. Devenu incontournable pour de nombreuses personnes, les feuilletons télévisés impactent négativement sur nos vies. Nieta TV s'est intéressé à ce sujet. Au Bénin, plusieurs rangers ont été tués au cours d'une embuscade dans le parc transfrontalier W. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Dans le cadre de l'opération Maliko et de l'opération Keletigui, l'état-major général des armées informe que la dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes se poursuit. Le communiqué ayant fait l'objet de cette information le mardi passé indique que les groupes armés terroristes sont de plus en plus en débandade et adoptent l'évitement comme mode d'action. Avec des capacités de nuisance reposant sur la pose d'engins explosifs improvisés, des tirs indirects et le sabotage des pylônes de communication GSM. Soumouyatara. Depuis le communiqué en date du 31 janvier dernier, en plus des activités de routine, de sécurisation des foires, d'escorte, des relèves, des unités, des patrouilles et de lutte contre la contrebande, l'exploitation des renseignements et les opérations aéroterrestres, particulièrement en zone centre et sud, des actions majeures ont été menées. Dans le théâtre centre de l'opération Maliko dans la région de Mopti, une reconnaissance offensive des FAMA sur l'axe Djene, Marebougou et Kouakourou a neutralisé 3 terroristes et récupéré un PKM et une moto, concrétisant ainsi l'ouverture du dit axe au bénéfice des populations. Dans les régions de Sikasso, Bougouni et Kouchala, lors des opérations de reconnaissance offensive dans les collines de Tandjo, les femmes ont détruit 3 plots logistiques terroristes. Une mission d'intervention a récupéré 260 têtes de bovins volées entre Niena et Blenjo. Par ailleurs, ajoute le document, les multiples interventions des femmes, particulièrement dans les régions de Mopti et de Ségou, ont permis de récupérer environ 100 tonnes de céréales représentant les ACAT collectés de force aux populations et stockés dans des refuges terroristes. Le chef d'état-major général des armées rassure la population que ces opérations se poursuivront sur toute l'étendue du territoire de l'opération Maliko et que les femmes resteront fidèles à leur serment de sécurisation des personnes et des biens. La force Takuba dans le secteur de Ndelimane a permis de neutraliser 20 terroristes. Cette opération a aussi permis d'interpeller 3 suspects, de détruire 9 motos et de récupérer 17 pistolets mitrailleurs AK-47. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, la direction de l'information et des relations publiques des armées, en collaboration avec le ministère de la Défense et des anciens combattants et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, ont organisé 2 jours d'échange entre les FAMA et les directeurs de publication des médias. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère du tutelle à l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, Essata Touré et Mounir Djiré. Cette rencontre marque l'ouverture des 2 jours d'échange entre le ministère de la Défense et des anciens combattants et les hommes de médias. Le directeur général de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, qui a abrité cet atelier, a souhaité la cordiale bienvenue à tout un chacun. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous souhaiter à tous et à tous la chaleureuse et cordiale bienvenue ici à l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye de Bamako, chantre de la formation, centre d'excellence de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je tiens, au nom de toutes les autorités et au mien propre, à vous remercier pour votre présence en ces lieux, malgré vos agendas que je sais chargés. Cela est une preuve éloquente de votre attachement au Mali et de votre engagement pour tout ce qui la concerne, notre mère patrie. Un engagement qui a un caractère exceptionnel en ces temps d'incertitude, de défis, mais aussi d'espoir pour notre peuple. Selon le directeur de la DIRPA, il est important que ces 2 entités se retrouvent pour faire véhiculer la bonne information. La crise que notre pays traverse aujourd'hui, il est important qu'il y ait une synergie d'action dans tous les domaines. Alors, les femmes étant au centre de tous les débats par rapport à la lutte contre le terrorisme,
il est important que les forces armées maliennes et les médias se retrouvent pour échanger, pour définir les attentes des uns et des autres par rapport à la communication, par rapport à l'information, surtout en ces temps précieux que traverse notre pays. Alors c'est important que la presse, les médias étant les relais de l'information et de la communication, puissent composer avec les forces armées maliennes pour véhiculer la bonne information sur les activités des FAMA, sur tout ce que les forces armées maliennes entreprennent de nos jours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la préservation de l'intégrité du territoire national. Le représentant du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DECAF, a salué cette initiative. C'est un honneur et un plaisir que je prends cette parole pour affirmer que DECAF, le Centre de gouvernance, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de sécurité, apprécie cette initiative du ministère de la Défense et des anciens combattants d'organiser des journées d'échange avec les responsables des organisations et institutions des médias. C'est un pas de plus dans les efforts des acteurs du secteur de sécurité pour la promotion de la gouvernance du secteur de sécurité. Sa particularité est qu'elle consacre la conjonction des efforts et des actions dans la recherche de la sécurité pour le pays. Quant au secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, il a évoqué l'importance de la collaboration entre l'armée et la presse dans le contexte actuel de notre pays. C'est une question devenue ces dernières années l'une des préoccupations les plus fortes de l'institution militaire, à savoir comment promouvoir une communication suffisante et maîtrisée des armées dans un contexte marqué par des crises et des doutes qui assaillent notre pays et nos concitoyens depuis plusieurs années. Cela signifie que l'armée et les médias, dans le contexte actuel de notre pays, doivent entretenir des relations si fortes et si étroites que l'une ne peut exister sans l'autre, qu'il ne peut y avoir promotion de la sécurité dans un espace public nourri par le travail des journalistes. Ces questions nous concernent tous, pouvoirs publics, responsables politiques et associatifs, professionnels des médias, en un mot, toutes les composantes de la société et tous les citoyens. À noter que ces 2 jours d'échange entre les forces de l'ordre et les hommes de médias se tiendra jusqu'à demain 11 février à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay. Sur tout un autre plan, le projet de loi portant création de la police territoriale a été retiré de l'ordre du jour de la session extraordinaire du Conseil national de transition. Pour Adama Benjara du CNT, tout projet de loi privilégiant un esprit de partition du pays sera rejeté. Suivons les détails. Pour la 2e fois en l'espace de 2 ans, le texte portant création de la police territoriale a été mis de côté par les membres du Conseil national de la transition. Ce projet de loi avait été proposé pour la première fois en mai 2021 par le gouvernement de la transition dirigé par Mokhtar Wane. Il avait été retiré à la suite de plusieurs réactions au sein de l'opinion nationale pour qui la création d'une police territoriale porte en germe la partition du pays. Un an après, le revoilà subissant le même sort. Le projet ne jouit toujours pas des faveurs des organisations de la société civile, encore moins les autorités de la transition de préjugés favorables sur la question. Le texte a donc été retiré sous pression de la rue de l'ordre du jour de la session extraordinaire en cours du CNT. Ce projet ne semble pas non plus bénéficier pour l'instant d'un large soutien au sein même du Conseil national de la transition. Les membres du CNT ne sont pas pour voter aveuglément tous les projets de loi qu'on leur propose. Nous n'accepterons aucune faillite
Maï en faisant du suivisme, s'insurge Aboubakar Sidiki Fomba, membre du CNT. Adama Ben Djara, également membre du CNT et porte-parole du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, rejette le texte et estime qu'il est une opposition de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ce proche des militaires de Kati prévient que tout projet de loi privilégiant un esprit de partition du pays sera rejeté. En dehors du CNT, les anciens ministres reprochent à ce texte de contenir des menaces pour l'intégrité territoriale au Mali. La mise en place d'une police territoriale est prévue au chapitre du redéploiement des forces armées et de sécurité de l'accord d'Alger. Cette disposition prévoit que dans les 12 mois suivant la signature de l'accord, une loi créant et définissant les compétences de la nouvelle police territoriale sera adoptée. Elle précisera également les relations de la police territoriale avec les autres structures de sécurité, sa composition et les modalités de recrutement, la formation ainsi que le rattachement hiérarchique et les modalités de commandement et de contrôle. Mais force est de constater que 7 ans après la signature de l'accord, cette police territoriale peine à voir le jour à cause de l'hostilité de beaucoup de Maliens à sa création. Je vous en parlais également dans les titres. Les séries télévisées sont les composantes incontournables du monde moderne. Elles influencent nos loisirs, notre savoir, notre culture générale et nous renseignent sur la façon de vivre des autres personnes d'autres horizons. Elles peuvent également produire des effets à la fois positifs et négatifs sur nos vies. Pour en savoir plus sur l'impact de ces feuilletons sur notre société, suivons le reportage de Maïmouna Koulibaly et de Mounir Djiré. Ces feuilletons diffusés incitent beaucoup de nos jeunes à prendre comme modèle l'acteur ou l'actrice. Ces jeunes oublient souvent que ces comportements et ces idéologies ne correspondent pas à nos réalités socio-culturelles. Je dirais que les feuilletons ne sont pas d'abord les bienvenus en Afrique, surtout chez nous ici au Mali, parce que ça porte beaucoup de problèmes dans nos foyers, surtout sur le cas de nos enfants. Donc franchement, moi personnellement, je n'admire pas. Il y a un problème dans notre société aujourd'hui que les femmes mariées et les enfants doivent comprendre. Regarder des feuilletons à la télé, ça ne veut pas dire de répéter la même chose dans notre vie réelle. C'est juste un film. D'ailleurs, ce sont des feuilletons même qui ne sont même pas bienvenus dans nos mœurs et on ne doit pas les imiter. Donc à cause de ces films-là, notre génération est banalisée. On ne respecte plus nos parents à la maison parce qu'on voit à la feuilleton des enfants qui crient sur leurs parents et puis des femmes aussi qui crient sur leur mari, qui ne respectent pas du tout leur mari. Donc c'est la même chose qui se répète ici dans notre vie réelle, ici au Mali. L'impact du feuilleton, franchement, ce que moi je vois dans la télé, là, ça donne des mauvaises images à nos enfants. Bien sûr, même les filles, les femmes, tout le monde, ça joue pour tout le monde. Et vu que même ta femme, si elle est en train de regarder la télé, donc les feuilletons, si tu lui dis d'aller faire quelque chose, mais tant que l'émission n'est pas encore finie, il ne pourrait pas aller faire ça. Bon, ça a un effet néfaste sur nos foyers, parce que vous voyez la majorité des cas qu'on voit, par exemple les habillements dégradants des jeunes filles, etc. Tout ça, ça prévient des feuilletons qu'on voit, puisque la majorité des feuilletons que nous voyons qui viennent de l'Amérique centrale, bon, la plupart on voit qu'ils n'ont pas de bonne tenue d'habillement. Donc nos jeunes filles passent tout leur temps à regarder et ça, il ne fait que d'imiter ça. Donc ça a un effet très néfaste sur notre éducation. Peu de parents interdisent à leurs enfants de suivre les feuilletons ou les séries télévisées avec des images compromettantes, notamment les images des combats violents et des images de couples en plein débat sexuel. Surtout avec les décodeurs, c'est la catastrophe totale. Il y a des chaînes qui diffusent toutes les choses qui peuvent entraîner la tentation chez les adolescents. Vu la situation, les uns et les autres ont lancé des appels. Je lance un appel aux dirigeants du pays. Il faut qu'ils interdisent de faire publier ces feuilletons-là sur nos chaînes nationales. Surtout l'ORTM. C'est la chaîne nationale du Mali. C'est la première chaîne du Mali. Il faut qu'ils interdisent de faire publier ces feuilletons-là à la télé. Franchement. Donc le deuxième, ce que j'aimerais aborder aussi, c'est de demander aux parents des enfants, il faut qu'ils interdisent à leurs enfants de regarder les feuilletons à la télé. Bon, moi, quand même, ce que moi je vois, c'est mieux
changer votre télé, je ne sais pas, regarder les chaînes islamiques pour éviter ce genre de choses. Nous sommes tous responsables de cela, mais les structures qui sont là pour gérer les audiovisuels, c'est à eux réellement de s'occuper de ça. Parce que par exemple, moi je ne peux pas empêcher ma propre femme de regarder, mes frères et tout. Puisqu'une fois que j'achète la télé, maintenant, je peux rien faire de plus. Mais c'est à ces genres d'organes de bien faire, bien régler la chose réellement pour pouvoir... Parce qu'ils ont un grand rôle pour l'éducation. Donc c'est très important. À noter que les conséquences de ces phénomènes sont considérables, telles que les mauvais comportements des jeunes, la délinquance, la facilité de la vie par des actes illégaux. Les autorités chargées de la gestion des télévisions doivent mener des réflexions afin d'adopter des mesures d'interdiction de la diffusion de certaines feuilletons contraintes à nos mœurs, coutumes et valeurs sociétales. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 9 février 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Abdou Ouattara. Sur le rapport du ministre des Transports, des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des transports. La Direction générale des transports maritimes et fluviaux a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de transport routier, ferroviaire, maritime et fluvial et d'assurer la coordination et le contrôle des structures qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. La Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux connaît des dysfonctionnements dus principalement à la concentration au plan national des activités de production et de délivrance des permis de conduire, des certificats d'immatriculation et des autorisations de transport, la prédominance de l'activité de production informatisée, les documents de transport sur la conservation, la sécurisation et l'archivage des documents, la non prise en compte dans les attributions des divisions des questions de communication et d'information, la relégation au second rang des transports ferroviaires, fluvial et rural, la non prise en compte du maillon urbain dans le respect de la réglementation de l'accès et à la profession et dans la régulation du trafic urbain. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 0D-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière. Les projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, créée par la loi numéro 0D-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière, a pour mission de veiller à la réalisation effective du service public hospitalier. L'agence, suite aux activités d'évaluation menées, à élaborer et disséminer des référentiels dont la mise en œuvre a contribué notamment à améliorer l'hygiène hospitalière, l'accueil, la prise en charge des urgences, la maintenance des équipements et la gestion des médicaments. En début de ces acquis, l'agence est confrontée dans son fonctionnement à des contraintes liées entre autres à la non prise en compte de tous les établissements de santé, à l'absence de la démarche qualité dans les établissements de santé et à l'inexistence des processus d'accréditation des établissements de santé. Le présent projet de texte sont initiés pour surmonter ces contraintes. Il crée à la place de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, avec pour mission d'assurer l'évaluation et l'accréditation des dits établissements. Les projets de texte adoptés permettront de renforcer les capacités d'intervention de l'agence et d'améliorer la qualité de l'offre des services de soins de santé aux populations. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère du Développement rural des parcelles de terrain, objet de titres fonciers, numéro 4164 du district de Bamako, numéro 50866 et numéro 50867 du cercle de Kati, numéro 335 du cercle de Djouela. L'affectation de ces parcelles qui abritent déjà les structures de recherche de l'INJC permettra de les sécuriser contre les menaces d'agression qui pèsent sur les différents sites. Au chapitre de communication, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Maintenant, place à l'actualité internationale avec Ali Koulibaly.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré mercredi 9 février gravement préoccupé par le changement inconstitutionnel du gouvernement au Burkina Faso le 24 janvier 2022. Dans une déclaration adoptée à l'unanimité qui n'utilise pas les termes de coup d'État militaire et s'exprime pas de condamnation. Dans ce texte approuvé après de difficiles négociations, notamment avec la Russie, selon des diplomates, les 15 membres du Conseil de sécurité disent prendre note de la suspension du Burkina Faso, de l'Union africaine et de la CEDEAO jusqu'au rétablissement rapide et effectif de l'ordre constitutionnel par les autorités militaires. Incident mortel au mardi dans le parc transfrontalier W partagé entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, attribué au groupe armé terroriste. 5 rangers et un soldat béninois ont été tués alors qu'ils étaient en patrouille. C'est le plus lourd bilan depuis que le Bénin a commencé à faire face aux attaques des groupes terroristes. Au moins 6 morts et une dizaine de blessés, selon un communiqué d'Africa Park publié mercredi 9 février au soir. Le Canada, dont le centre de la capitale, Ottawa, est occupé depuis presque 2 semaines par des routiers et leurs sympathisants opposés aux mesures sanitaires, subit depuis lundi soir la fermeture du principal lien routier avec les États-Unis. Des dizaines de camionnettes ainsi que des poids lourds bloquent le pont ambassadeur entre les villes de Whistler et de Détroit. Il s'agit du principal point d'échange entre les économies canado-américaines, trains interreliés où transitent chaque jour 25% des marchandises. Le blocage du pont ambassadeur fait mal à l'économie canadienne, frappée en plein cœur de sa production automobile, mais aussi agroalimentaire. Déjà, les usines suspendent leur production. Elles ne disposent pas de réserve de pièces détachées pour continuer à assembler des voitures ou des camionnettes, puisque généralement, les fournitures arrivent chaque jour de l'autre côté de la frontière. En RDC, le procès en appel dans le dossier Floribert Chebeya Fidel Bazana se poursuit. Le policier fugitif Eric Kibembe Benza, alias Sadamo, qui a été expulsé de la Turquie il y a une dizaine de jours, a comparé pour la première fois hier mercredi devant la haute cour militaire. Eric Kibembe, 1m77, 42 ans, marié et père de 10 enfants, garde encore frais dans sa mémoire les souvenirs de la soirée du 1er juin 2010. Et comme il l'avait affirmé au micro de l'RFI, l'année dernière, il a raconté sa participation dans cet assassinat à la cour militaire. Eric Kibembe déroule la scène. Entre 9h et 10h, des appels téléphoniques de ses chefs l'invitent de toute urgence à l'inspection générale de la police. Dans son bureau, le colonel Mokalayi est en concertation avec Christian Kenga, le commandant de bataillon Semba et son garde du corps Jacques Mungabo. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Niata TV, la télévision pour le progrès de l'humanité. Bonne soirée.